Chapitre 85 La fontaine. Que pendant 6000 ans, et nul ne sait combien de millions de siècles auparavant, les grandes baleines aient projeté leur souffle sur toutes les mers, arrosant et parant de mystère les jardins des profondeurs avec tant de jets d'eau, et que, depuis des siècles, des milliers de chasseurs se soient approchés de la fontaine de la baleine, regardant cet arrosage et ce souffle, tout cela sans que jusqu'en cette minute sainte, 13 heures, 15 minutes, 30 secondes du 16e jour de décembre 1851, la question ait été tranchée de savoir si ces souffles sont après tout de l'eau véritable ou seulement de la vapeur. Voilà qui est digne d'intérêt. Examinons dès lors la chose en détail. Tout le monde sait que grâce à l'ingéniosité particulière de leurs ouïes, les tribus à nageoires respirent en général l'air combiné avec l'élément dans lequel elles évoluent. Aussi, un hareng ou une morue peuvent bien vivre un siècle sans jamais sortir la tête au-dessus de l'eau. Mais la constitution interne de la baleine, comportant de véritables poumons, pareils à ceux de l'homme, ne lui permet pas de vivre sans respirer l'air libre. C'est pourquoi lui sont nécessaires ces visites périodiques au monde supérieur. Mais elle ne peut en aucun cas respirer par la bouche, celle du cachalot, par exemple, se trouve à 8 pieds au moins sous la surface. De plus, sa trachée artère est indépendante de sa bouche. Il ne respire que par l'évent situé au sommet de sa tête. Je ne crois pas me tromper en affirmant que la respiration est une fonction vitale chez toute créature, car elle tire de l'air un élément qui apporte au sang le principe de la vie. Je vais devoir peut-être utiliser des mots scientifiques superflus. Si le sang d'un homme pouvait être oxygéné par une seule inspiration, il pourrait se boucher le nez, et n'en point prendre d'autre pendant un long laps de temps, ce qui revient à dire qu'il vivrait sans respirer. Aussi anormal que cela puisse paraître, tel est bien le cas pour la baleine qui vit régulièrement, à intervalles, 1 heure pleine et davantage, lorsqu'elle sonde profond, sans inspirer d'air si peu que ce soit, car ne l'oublions pas, elle n'a pas d'ouïe. Comment cela se fait-il ? Entre les côtes et de chaque côté de l'épine dorsale, elle possède un remarquable et complexe labyrinthe crétois de vaisseaux vermiculaires qui, lorsqu'elle quitte la surface, sont absolument gorgés de sang oxygéné. Aussi, pour 1 heure ou davantage, à 1000 brasses de profondeur, a-t-elle une réserve de vie, tout comme le chameau emporte à travers un désert sans eau sa provision de boissons dans 4 estomacs supplémentaires. La réalité anatomique de ce labyrinthe est indiscutable. La supposition qui en découle me paraît juste et raisonnable, si je considère l'obstination autrement inexplicable du Léviathan à venir discourir, comme disent les pêcheurs, c'est ce que je veux dire. S'il n'est pas troublé lorsqu'il émerge, le cachalot restera en surface pendant un laps de temps absolument identique chaque fois. Disons qu'il y reste 11 minutes et souffle 70 fois, c'est-à-dire qu'il respire 70 fois. Lorsqu'il ressortira, il aura à nouveau ses 70 souffles. Mais s'il se trouve inquiété après quelques respirations seulement et qu'il sonde de ce fait, il remontera toujours pour prendre sa ration d'air nécessaire et ne restera son temps normal en profondeur que lorsqu'il aura eu ses 70 souffles indispensables. Pourquoi dès lors la baleine s'obstinerait-elle à venir souffler en surface sinon pour remplir son réservoir d'air avant de sonder longuement ? Il est évident que ce besoin l'expose au risque mortel de la chasse, car ce grand Léviathan ne pourrait être pris ni par l'hameçon, ni par le filet, lorsqu'il voyage à des milliers de brasses dans les profondeurs où le soleil ne pénètre pas. Ainsi, ô chasseur, ce n'est point tant ton adresse qui te vaut la victoire que les impératifs de la vie. Chez l'homme, la respiration suit un cours incessant, une inspiration alimentant 2 ou 3 pulsations, de sorte que quoi qu'il fasse, qu'il veille ou qu'il dorme, respirer il lui faudra ou mourir. Mais le cachalot ne respire qu'un 7e, le dimanche de son temps. Nous avons dit que la baleine ne respire que par son évent. Si nous pouvions ajouter avec certitude que ses souffles sont mêlés d'eau, je pense que nous saurions pourquoi le sens olfactif semble lui faire défaut, car ce même évent est le seul organe qui corresponde à un nez, et étant obturé par 2 éléments, on ne peut s'attendre à ce qu'il ait l'odorat. Mais on n'a pas encore pu éclaircir le mystère de cet évent, à savoir s'il rejette de l'eau ou de la vapeur. Une chose est certaine néanmoins, le cachalot n'a pas d'organes olfactifs à proprement parler.
Qu'aurait-il à en faire? Le fond de la mer n'a ni rose, ni violette, ni eau de Cologne. Qui plus est, comme sa trachée artère n'ouvre que dans le canal de son évent, et que ce long canal, comme le grand canal de l'Érié, est pourvu de sortes d'écluses s'ouvrant et se fermant, destinées à la rétention de l'air lorsque la baleine est en profondeur, et à l'expulsion de l'eau lorsqu'elle est en surface, elle n'a dès lors point de voix, à moins que vous ne lui fassiez l'affront de dire qu'elle parle du nez lorsqu'elle gronde si étrangement. Là encore, qu'aurait-elle à dire? J'ai rarement connu un être profond qui ait un mot à adresser au monde, sauf pour bégayer de force quelque chose afin de gagner sa vie. Oh, il est heureux que le monde sache si bien écouter. Le canal de l'évent du cachalot, prévu pour véhiculer l'air, situé horizontalement juste sous la surface supérieure de sa tête et légèrement de côté, ce curieux canal rappelle une conduite de gaz courant sous le sol d'une rue. La question reste de savoir si cette conduite de gaz est aussi une conduite d'eau, c'est-à-dire si le cachalot expire seulement de la vapeur ou si ce souffle est mêlé d'eau absorbée par la bouche et rejetée par les vents. Il est certain que la bouche communique indirectement avec ce dernier, mais cela ne prouve pas que ce soit dans le but d'expulser l'eau par les vents, car il n'y aurait, semble-t-il, à cela de nécessité urgente que si le cachalot venait à absorber de l'eau en se nourrissant. Mais il va chercher sa subsistance dans les profondeurs où il ne pourrait souffler, le voudrait-il. D'autre part, en l'observant avec attention, on constate que, lorsqu'il n'est pas inquiété, la concordance entre les jets et les temps habituels de respiration est parfaitement immuable. Mais pourquoi assommer quelqu'un avec tous ces raisonnements? Parlez sans détour, vous l'avez vu souffler, alors dites-nous ce qu'est ce souffle, ne distinguez-vous pas l'air de l'eau? Cher monsieur, il n'est pas aisé en ce monde de décider des choses simples. J'ai toujours trouvé vos choses simples et épineuses entre toutes. Quant à cet évent du cachalot, vous pourriez presque vous y tenir debout et rester pourtant indécis quant à sa véritable nature. Sa partie centrale est cachée par la brume neigeuse et étincelante qui l'enveloppe, et comment pourriez-vous affirmer avec certitude que c'est de l'eau qui en retombe, alors que, lorsque vous approchez un cachalot d'assez près pour voir cet évent, il s'agite tumultueusement et que l'eau cascade de toutes parts. Si alors vous sentez des gouttes d'humidité, comment saurez-vous que ce n'est pas simplement de la condensation ou de l'eau superficiellement logée dans la dépression de l'évent régulièrement submergé? Car même lorsque le cachalot nage tranquillement dans le calme de midi, sa haute bosse aussi sèche que celle d'un dromadaire dans le désert, même alors il emporte toujours sur la tête un petit bassin qui brille au soleil comme une flaque de pluie dans le creux d'un rocher. Il n'est d'ailleurs pas prudent du tout pour un chasseur de se montrer trop curieux de la nature exacte de ce souffle. Il ne lui conviendrait guère d'aller jeter un coup d'œil dedans ou d'y mettre le nez. C'est une fontaine à laquelle l'on ne peut aller remplir sa cruche pour la ramener pleine, car pour peu que l'on entre en contact avec la vapeur extérieure au jet, ce qui arrive souvent, la peau vous cuira fiévreusement sous son accrété. Je connais quelqu'un qui en approcha de très près, poussé par un intérêt scientifique ou autre, je ne sais, et dont la peau des joues et des bras pela. Aussi les baleiniers tiennent-ils ce jet pour empoisonner, et font-ils leur possible pour l'éviter. D'autre part, je l'ai entendu dire, et je n'en doute guère, si ce souffle vous atteint dans les yeux, il vous rend aveugle. Aussi la chose la plus sage que le chercheur ait à faire est de laisser tranquille ce jet mortel. Si nous ne pouvons établir de preuves, nous pouvons toutefois émettre des hypothèses. Voici la mienne, ce souffle n'est qu'une condensation. Et entre autres raisons amenant à cette conclusion, j'en trouve une dans la dignité et le caractère sublime du cachalot, que je ne considère pas comme un être commun et superficiel, car il est indiscutable qu'il ne fréquente jamais les zones peu profondes, ni le voisinage des côtes comme d'autres cétacés. Et j'en suis convaincu, de toutes les têtes des penseurs profonds, tels que Platon, Pyrrhon, le diable, Jupiter, Dante, etc., montent toujours un jet de vapeur à demi visible lorsqu'elles sont plongées dans leur méditation. Tandis que j'écrivais un petit traité sur l'éternité, j'eus la curiosité de placer un miroir devant moi, et peu après je vis s'y réfléchir une curieuse spirale qui ondulait au-dessus de ma tête. La moiteur de mes cheveux,
Chaque fois que je suis absorbé par des pensées profondes, après avoir bu 6 tasses de thé, brûlant sous le toit mince de ma mansarde, par un après-midi d'août, semble ajouter du poids à la supposition que je viens d'émettre. L'idée que nous nous faisons du monstre puissant et brumeux s'élève et s'ennoblit à le voir voguer solennellement dans le calme des tropiques, sa vaste et douce tête surmontée d'un dais de vapeur engendré par son recueillement innommunicable, cette vapeur que vous verrez souvent glorifiée par un arc-en-ciel, comme si le ciel lui-même mettait son sceau sur ses pensées. Car, voyez-vous, les arcs-en-ciel ne fréquentent pas les ciels clairs, ils n'irpradont que de la vapeur. De même, à travers les brumes denses de mes doutes obscurs, jaillissent parfois les divines intuitions qui illuminent mon brouillard d'un céleste rayon. J'en rends grâce à Dieu, car tous sont des doutes, beaucoup nient, mais à travers les doutes ou les refus bien peu ont des intuitions. Des doutes sur toute chose de ce monde, des intuitions des choses du ciel, leur fusion ne donne pas la foi, pas plus qu'elle ne rend mécréant, mais elle accorde à l'homme de les considérer objectivement. Chapitre 86. La queue. Des poètes ont chanté la douceur de l'œil de l'antilope ou le merveilleux plumage de l'oiseau qui jamais ne se pose. Plus prosaïque, je célébrerai une queue. Si l'on admet que la nageoire caudale du cachalot commence à cette partie du tronc, où elle s'effile jusqu'à la seule épaisseur d'une taille d'homme, sa surface est d'au moins 50 pieds carrés. Ronde et épaisse à la naissance, elle s'ouvre en 2 larges palmes, denses et plates, qui vont s'amincissant jusqu'à ne mesurer qu'1 pouce d'épaisseur. À l'embranchement ou fourche, ces palmes se chevauchent légèrement, puis elles s'écartent comme des ailes entre lesquelles un vide serait découpé. Aucune créature vivante n'offre une beauté de ligne aussi parfaite que le cachalot avec les croissants de sa queue. Chez le sujet adulte, l'envergure de la caudale dépassera largement 20 pieds. Elle apparaît comme une couche serrée de muscles soudés. En y pratiquant une coupe, on voit qu'elle est formée de 3 couches superposées. Les fibres des couches supérieures et inférieures sont longues et horizontales, celles de la couche médiane très courte, courant en croix entre les autres. Cette triple unité joue son rôle dans la puissance de la queue. Qui étudie les vieux murs romains verra une mince épaisseur de briques alternées avec la pierre, et ce procédé a certainement assuré leur remarquable solidité à ces admirables vestiges du passé. Toutefois, comme si la puissance musculaire de la nageoire caudale ne devait pas suffire, la masse entière du Léviathan est enrobée d'une trame noueuse de fibres descendant de part et d'autre des lombes jusqu'aux palmes de la queue avec lesquelles elles se confondent, lui conférant un surcroît de force qui semble ainsi ramassé en cette partie de l'animal. Ce serait le fléau idéalement propre à réaliser une destruction totale. Cette force étonnante n'infirme en rien. La grâce des mouvements et de cette aisance, comme enfantine, d'un titan découle une terrifiante beauté. La force véritable n'altère jamais la beauté ni l'harmonie, mais souvent les consacre et la puissance détient une magie. Priver la statue d'Hercule des nœuds de tendons qui semblent vouloir faire sauter le marbre, elle perdra son attrait. Lorsque le fervent Eckermann souleva le drap mortuaire qui recouvrait le corps nu de Goethe, il fut subjugué par la massive charpente de sa poitrine, pareille à un arc romain. Lorsque Michel-Ange donne à Dieu le Père une forme humaine, il l'empreint de robustesse. Et les tableaux italiens où le Fils apparaît comme un androgyne doux et bouclé, s'ils traduisent au mieux l'amour divin qui était en lui, en le privant de toute vigueur, ne suggèrent aucun pouvoir autre que celui, négatif et tout féminin, de soumission et de longanimité dont tout un chacun reconnaîtra quelles sont les vertus mêmes qu'il enseignait. Pour en revenir à l'organe dont je parle, sa souplesse est si subtile que, se manifestant dans le jeu, dans le sérieux ou dans la colère, selon son humeur, ses mouvements sont toujours empreints d'une grâce si incomparable que le bras même d'une fée ne saurait la surpasser. On lui reconnaît 5 mouvements distincts, celui de l'engin de propulsion, celui de la massue au combat, lorsqu'il brise, lorsqu'il mate sa queue, et enfin quand il sonde. Première position, la queue du Léviathan, horizontale, se comporte différemment de toutes celles des autres créatures marines. Elle ne frétille jamais. Frétiller est un signe d'infériorité tant chez l'homme que chez le poisson. Elle est le seul organe de propulsion du cachalot,
formant une volute avançant sous son corps et rapidement rejetée en arrière. C'est elle qui donne au monstre cette singulière allure de bond en flèche lorsqu'il nage furieusement. Ses nageoires pectorales ne lui servent qu'à se diriger. Deuxièmement, et ceci est lourd de sens, tandis qu'un cachalot combat un autre cachalot de la tête et de la mâchoire. Dans ses luttes avec l'homme, il fait principalement un usage méprisant de sa queue. Frappant une baleinière, il enroule promptement ses palmes et le cou est assené par leur seule détente. S'il est suffisamment hors de l'eau et droit au-dessus de son but, la volée sera tout simplement sans rémission. Les côtes des hommes et celles de la pirogue voleront en éclats. Votre seule chance de salut, c'est de l'éviter, mais si le coup est porté de côté grâce à la résistance de l'eau, à la légèreté de la pirogue et à sa plasticité, le dégât le plus grave consistera en un bordage, ou une ou deux membrures brisées, une sorte de point de côté en somme. Des gifles de ce genre sont si souvent reçues au cours de la chasse que les pêcheurs les considèrent comme jeux d'enfants. L'un d'eux enlève sa vareuse et bouche le trou. Troisièmement, je ne puis le prouver, mais il me semble que le sens du toucher est concentré dans la caudale. Sa sensibilité n'a d'égal que la délicatesse de la trompe de l'éléphant. Elle se révèle surtout lorsque le cachalot balaie la surface de la mer et remue de droite et de gauche ses immenses palmes avec une douceur et une lenteur de jeune fille. Mais vient-il à sentir fût-ce la moustache d'un marin? Alors malheur aux marins, aux moustaches et au reste. Quelle tendresse dans cet effleurement premier! Si cette queue était préhensible, elle me rappellerait aussitôt l'éléphant de Darmonode qui fréquentait le marché aux fleurs, offrait des bouquets aux demoiselles en les saluant bien bas et leur caressait la taille. Il est encore regrettable à d'autres égards que la queue du cachalot ne soit pas préhensible, car j'ai entendu parler d'un autre éléphant qui, blessé au combat, arracha la flèche avec sa trompe. Quatrièmement, si vous pouviez glisser inaperçu au milieu des océans solitaires, vous trouveriez le cachalot, se croyant en sécurité, dépouillé de la dignité que lui confère sa corpulence, jouant dans la mer comme un chaton dans le foyer. Au jeu, il fait encore usage de sa force, il lance haut ses larges palmes, et lorsqu'il en frappe l'eau, la détonation retentit à des milles à la ronde, pareille à celle d'une grosse pièce dont on vient de faire feu, et le mince filet de vapeur de l'évent simule la fumée qui s'échappe alors de la bouche du canon. Enfin, dans sa position habituelle de nage, ses palmes, situées au-dessous du niveau de son dos, sont submergées et invisibles. Mais lorsqu'il s'apprête à sonder, 30 pieds de son corps et toute sa queue se dressent droit en l'air, vibrant un moment jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les profondeurs. Hormis le saut sublime, qui sera décrit plus loin, ce piqué de la baleine est peut-être le spectacle le plus grandiose que puisse offrir la nature. De l'océan sans fond, la queue gigantesque semble convulsivement saisir les hauteurs du ciel. C'est ainsi qu'en rêve, j'ai vu Satan majestueux projeter hors des flammes de la Baltique de l'enfer sa griffe colossale et tourmentée. Mais en contemplant pareille scène, tout dépend de votre humeur. Si elle est dantesque, ce seront les démons qui viendront à vous. Si vous êtes sous l'influence d'Isaïe, ce seront les archanges. Du poste de vigie, je vis une fois, tandis que l'aurore empourprait le ciel et la mer, une troupe nombreuse de baleines allant à la rencontre du soleil et dont les palmes vibrèrent tout ensemble. Il me parut à ce moment-là que jamais les dieux n'avaient reçu pareil témoignage d'adoration, même en Perse, chez les adorateurs du feu. Comme Ptolémée Philopator est l'avocat de l'éléphant d'Afrique, je suis celui de la baleine que je déclare le plus pieux d'entre tous les êtres. Car, selon le roi Juba, les éléphants des armées de l'Antiquité saluaient souvent le matin, la trompe levée dans le plus profond silence. Cette comparaison de la baleine et de l'éléphant, hasardeuse dans la mesure où il s'agit de la queue de l'une et de la trompe de l'autre, ne tend pas à mettre ces organes sur un plan d'égalité, pas plus que les créatures à qui ils appartiennent. Car, à côté du Léviathan, le plus puissant éléphant n'est qu'un petit chien. À côté de la queue de la baleine, sa trompe n'est qu'une tige de lys. Le coup le plus terrible qu'il puisse emporter n'est qu'un coup d'éventail joueur à côté du fracas d'écrasement soulevé par les palmes puissantes de la queue du cachalot qui, en de nombreuses occasions, ont jeté dans les airs,
les uns après les autres, des pirogues entières, rames et hommes, à la façon dont un jongleur indien lance ses balles. 21. Plus je pense à la puissance de cette caudale, plus je déplore mon incapacité à la décrire. Elle fait parfois des gestes qui honoreraient une main d'homme, mais qui restent inexplicables. Dans une troupe nombreuse, leurs mouvements mystérieux sont parfois si remarquables que certains chasseurs les disaient apparentés aux signes et symboles des francs-maçons et permettant de cette façon à la baleine de converser intelligemment avec le monde. Tout le corps du cachalot a d'ailleurs des mouvements pleins d'étrangeté, énigmatiques au chasseur le plus expérimenté. Je peux bien, pour ma part, le disséquer sans atteindre plus profond que sa peau. Je ne puis le connaître et ne le connaîtrai jamais. Et si je ne sais rien de sa queue, combien j'ignore encore plus sa tête. Comment comprendrais-je un visage qu'il n'a point? Il semble me dire, tu peux me voir de dos, ma face te restera cachée, mais je ne peux comprendre parfaitement ce dos, et il peut me dire ce qu'il veut de sa face. Je le répète, de face il n'en a point.